j'ai fait 5 ans de droit. Ouais. À l'issue de ces 5 années de droit donc à l'ULB, donc un master en droit privé, j'ai fait un master complémentaire à la KUL Mhm. en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies. Alors c'était un master très sympa, mais qui ne m'a servi absolument à rien. Il y a cette espèce en fait de culture c'est toujours bien d'avoir un master complémentaire, sauf qu'en fait c'est en pratiquant qu'on sait vraiment ce qu'on aime. Euh, Après voilà, les employeurs, à tort ou à raison, Mhm. encensent vraiment ces masters complémentaires. Voilà, chacun a ses raisons. Moi ça m'a pas servi à grand chose parce que je me suis directement dirigée vers le droit des sociétés et le droit commercial. Ok. Donc je pense que j'avais déjà une affinité avec tout ce qui était entrepreneuriat. Et ensuite, avant de devenir avocate, donc vraiment à la fin de mes études, j'ai travaillé en Irlande pendant 2 ans dans la compliance chez Pfizer. Donc c'est dans le domaine pharmaceutique, la compliance c'est vraiment quelque chose de très très important. Puis je suis revenue en Belgique, j'ai toujours eu le souhait de rentrer et Ok. d'être avocate. Et là j'ai travaillé donc pendant 4 ans en tant qu'avocate. Donc voilà, surtout en droit des sociétés. Ok. Et puis, à l'issue de ces 4 ans, donc il y a plus ou moins un an, un peu plus, je suis devenue entrepreneur. Donc j'ai vraiment fait un revirement un peu à 360. Euh, alors j'ai beaucoup aimé le métier d'avocat. Je trouve Mhm. que c'est vraiment très varié, très diversifié. Mais l'entrepreneuriat est encore plus. En Ok. fait, là vraiment, on touche vraiment à tout. C'est-à-dire que un jour, je peux faire beaucoup de web, puis l'autre jour, ça va être plus voilà, de la négociation avec les fournisseurs, parfois plus du sourcing. À un autre moment, ça va être vraiment de la vente, Mhm. parce qu'on l'oublie, mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est surtout de la vente à la base. Et donc voilà, là est né Fairly Goods. Et donc, oui, entrepreneur de Oui, la société Fairly Goods. Mais moi, j'ai une petite question avant, c'est quel est le déclic? Comment passe-t-on de tant d'années d'études, ouais, avocat, législation, etc. Et puis, subitement, on se dit, tiens, je vais créer ma ouais. propre société. C'est quoi le déclic? Alors le déclic a été qu'à un moment donné, donc quand on est avocat, il y a ces 3 années de Mhm. stage, puis vraiment là, enfin, moi j'avais déjà un peu une clientèle personnelle, mais il y a un moment donné, alors ça n'a pas été nécessairement le Covid, hein, je crois que c'était déjà quelque chose que j'avais en tête, je remarquais que, un peu dans mes, entre guillemets, passions, de ce que je pouvais faire le week-end, ou par exemple sur la route, j'ai écouté énormément de podcasts, Mhm. et c'est toujours des podcasts d'entrepreneurs. Et Ok. moi, ce que j'aimais bien quand j'étais avocate, c'était vraiment avoir les dirigeants d'entreprise au téléphone, Mhm. régler les problèmes, faire des pactes d'actionnaires. Alors évidemment, il y avait de la récupération de créances et autres, mais vraiment de tous ces problèmes juridiques qu'il y a dans la vie d'un entrepreneur. Et donc, un peu nécessairement, on apprend à connaître ces gens, on apprend à connaître ceux qui font. Et je me suis Ouais. dit, c'est quand même très très chouette. Le métier d'avocat est très varié, mais le métier d'entrepreneur encore plus. Ok. Et j'avais envie à un moment donné d'avoir plus ce côté commercial, plus ce Mhm. côté créatif. Voilà, je voyais des sites web, je me disais, ah ça j'aime bien, ça j'aime un point moins, ça j'aurais plutôt fait ça comme ça. Et donc, il y a un moment donné, je me suis dit, bon, le métier d'avocat n'est quand même pas extrêmement bien payé, il faut quand même se battre pour avoir de la clientèle. Est-ce que je préfère me battre pour avoir des dossiers juridiques ou me battre plus pour vendre des produits que j'aurais envie de vendre et Mhm. dont j'aurais envie de faire la promotion? Et Ok. là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Je sais que j'aime bien l'écologie, je trouve que c'est très actuel, que c'est nécessaire. Mhm. À ce jour, on ne se rend pas compte, mais je crois que c'est vraiment extrêmement nécessaire. Et qu'est-ce que j'ai envie de changer? Et très souvent, en fait, j'ai reçu ce qu'on appelle des goodies. Donc des bics, par exemple quand je me suis inscrite en tant qu'avocate chez ING, vous recevez typiquement la petite mallette avec le petit lecteur, etc. Euh, c'est très chouette, les cadeaux ça fait toujours plaisir, mais est-ce que vraiment j'en ai une utilité de ça? Et très souvent dans des objets que je recevais, c'était pas nécessairement des trucs que j'aimais bien. Typiquement, vous faites une conférence, vous recevez le tote bag avec le carnet dedans, le bic. Et en général, c'était des choses dont je ne voyais pas l'utilité, Mhm. où je savais que j'allais le mettre dans un coin et pas l'utiliser. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de... Je sais que les entreprises, c'est important pour elles de distribuer ce qu'on appelle donc du merchandising, des goodies. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça, mais voilà, d'une manière un peu plus écolo, ou de proposer des objets qui sont quand même un Mhm. peu plus sympas? Et là, j'ai commencé un peu à me renseigner, à me dire, mais on voit pas beaucoup en fait. Il y en a quelques-uns, des acteurs un peu du changement sur ce marché-là, mais pas assez. Ok. Ou en tout cas pas encore très belges, Mhm. beaucoup d'acteurs français ou internationaux, mais pas encore vraiment très belges.
Et j'ai un peu commencé à me documenter et à me dire, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a un marché derrière, parce que c'est bien d'avoir les idées et d'aimer d'être créatif, mais il faut quand même qu'il y ait un marché derrière. Et donc là, je me suis lancée, j'ai vraiment laissé tomber le métier d'avocat, avec un petit pincement au cœur derrière, mais en me disant, voilà, si mon projet ne fonctionne pas, voilà, j'ai mes 3 ans de stage validés, donc je peux toujours après me retourner vers le métier d'avocat. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a un marché et ça commence vraiment à bien fonctionner. Donc le projet continue, en tout cas. Alors, abandonner le barreau, abandonner le métier d'avocat pour créer Fairly Goods. C'est quoi Fairly Goods? Alors Fairly Goods, en quelques mots, c'est une plateforme de vente, de merchandising et de cadeaux d'entreprise qui sont en tout cas beaux, utiles et surtout fabriqués avec respect. Je pense que ça résume mieux que ce côté durable, écolo, où parfois on ne sait pas trop ce que c'est un peu flou. Donc il y a vraiment ce côté fabriqué avec respect. Ça veut dire quoi, fabriquer avec respect? Fabriquer avec respect, ça veut dire qu'en tout cas, moi de mon côté, je connais mes fournisseurs, je sais comment l'objet est fabriqué, je sais dans quelle matière il est fabriqué, je sais comment on peut imprimer l'objet. Donc ça veut dire que les clients, je sais à un moment donné diriger voilà, plus vers cet objet-là ou cet autre objet-là, et comment mettre aussi la plus-value de l'objet en valeur aussi derrière. Donc en général, les objets, ils sont soit circulaires, soit faits avec des matières recyclées, soit en tout cas recyclables. C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire l'objet est durable, mais il y a toujours ça veut dire quoi effectivement durable et fabriqué avec respect. En général, on essaie toujours de sourcer des objets fabriqués en Europe. Parfois, c'est pas toujours possible, notamment le textile. Le coton en Europe, c'est pas évident, ça n'existe pas encore. Ça commence à exister, mais c'est pas évident et puis les prix explosent. Donc, vraiment, le fabriquer avec respect, ça veut dire qu'on connaît le fournisseur, on sait dans quelle usine il fabrique. Il y a en général des normes ISO, c'est cadré et voilà, le fournisseur connaît aussi son processus de fabrication et nous, en fait, par conséquent, on le connaît aussi. Sur le site internet, il est marqué, donc chez Fairly Goods, un vrai choix éco-responsable. Ça veut dire quoi, un vrai choix éco-responsable? Alors, éco-responsable, c'est un peu lié à la question dont on a parlé avant, c'est que les gens, à un moment donné, se disent, mais où est la limite avec le greenwashing? Donc, nous, vraiment, ce qu'on a vraiment envie d'apporter sur notre site web, c'est une transparence. C'est-à-dire que si les gens me téléphonent en me disant, j'aimerais bien tel ou tel objet, il y a des moments où j'hésite pas à dire non, parce que pour moi, ça ne rentre pas dans nos critères. Et éco-responsable, on a vraiment essayé un peu de fixer nos critères en disant, pour nous, par exemple, éco-responsable, ça veut dire déjà un objet qui est beau. Parce qu'un objet qui est beau, ça va être un objet que les gens vont être peut-être contents de l'utiliser, et en tout cas vont le garder. Et ça rejoint aussi un peu la notion d'utile, où utile, ça veut dire qu'on ne va pas le jeter après trois utilisations. J'ai reçu, je sais pas, une quantité de bics astronomiques, où après 2 mois, le bic était prêt à être jeté. Et les entreprises n'ont aucun intérêt, en tout cas à mon sens personnellement, à proposer ça, parce qu'ils payent pour des objets qui au final vont se retrouver à la poubelle. Donc ça n'a aucun sens d'aller payer pour du merchandising que les gens ne vont pas utiliser en fait au final. Et puis donc il y a aussi la notion donc, de beau, utile, et aussi cette notion, comme on disait, de fabriquer avec respect, où c'est important que le fournisseur respecte pour nous certains critères aussi un peu qu'on a fixés, et notamment de la manière dont, comment est-ce qu'il paye ses employés, comment l'objet est fabriqué, et surtout en quelle matière. On essaie toujours, voilà, on propose pas mal d'objets qui sont faits avec des matières circulaires, des très chouettes objets par exemple, où on a un fournisseur comme ça qui récupère du verre de pare-brise ou des coquilles moules, ils vont en faire des porte-crayons ou des bougies par exemple. Alors c'est vrai que le prix est un peu plus élevé, mais en tout cas la qualité y est, et il y a aussi cette notion d'objet chouette à utiliser, qu'on a envie de mettre sur son bureau et d'utiliser parce que la beauté y est et l'utilité y est en tout cas. Mais les objets que tu proposes peuvent être neufs, recyclés, pas deuxième main. Alors ce qui est difficile avec les secondes mains, c'est qu'en fait tous les objets doivent être imprimés. C'est un peu ce à quoi un goodies sert, en tout cas un objet publicitaire sert, c'est que les entreprises doivent être capables de mettre leur marque dessus. La seconde main, c'est un peu déjà compliqué pour la logistique, et aussi les entreprises en général commandent en gros. Donc s'il leur faut 100 bics ou
je sais pas, sans porte-téléphone par exemple. La seconde main, c'est un peu compliqué. Ça pourrait être une bonne idée, mais c'est en tout cas dans la logistique un peu plus compliqué à mettre en place, et aussi pour les méthodes d'impression, c'est moins évident en tout cas. Ok. Alors, une question qui surgit, c'est quand on voit à l'heure actuelle qu'on essaye de mettre plein de choses en place pour sauver la planète, protéger l'environnement, avoir une attitude éco-responsable, la question que je me pose, c'est quelle est la plus-value en fait de Fairly Goods? La plus-value de Fairly Goods, c'est vraiment d'aller dire aux gens, vous savez où vous achetez. Vous savez ce que vous achetez et vous saurez que c'est de la qualité nécessairement. Alors après, dans les initiatives des entreprises, il y a aussi pas mal, je trouve, de greenwashing, mais en tout cas, dans ce greenwashing, voilà, s'ils sourcent bien leurs objets, je trouve que ça a quand même réellement une plus-value, en tout cas à mon niveau, au niveau de tout ce qui est merchandising, qui est réel. En tout cas, de ce point de vue-là. 2023 approche à grands pas. Quels sont les projets pour 2023? Alors, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup parce qu'on est encore une toute jeune entreprise. Là, notamment, on est en train de refaire tout le site web pour que le parcours utilisateur soit un peu meilleur. On est en train aussi de sourcer plein de nouveaux objets parce que qui dit jeune entreprise dit aussi toujours un peu période de test. Donc, on voit un peu ce que les gens nous demandent, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qu'on peut proposer. Et comment aussi sourcer sur certains objets peut-être plus proches, avoir du textile qui par exemple qui est plus européen, encore plus européen. Et donc on a le site web, on a par exemple aussi tout ce qui est un peu l'identité de marque, comment est-ce qu'on peut mettre aussi un peu plus les fournisseurs derrière en avant, et on est aussi en train de débuter sur les réseaux sociaux, donc c'est très intéressant, mais ça fait vraiment beaucoup de choses un petit peu à débuter, aussi à apprendre. Et aussi un peu dans la vente, quel est vraiment notre public cible derrière. C'est une grosse entreprise, c'est pas la même chose qu'une PME. Donc on essaie aussi un peu d'adapter l'offre, on essaie aussi d'avoir peut-être... Là on a vraiment débuté sur un sourcing très très strict, mais voilà, qu'est-ce que aussi le public nous demande derrière, qu'est-ce qu'on pourrait proposer effectivement de mieux pour eux et dans une gamme de prix un peu plus large, sans transiger vraiment sur nos critères. Donc énormément de projets pour 2023. Hâte de les voir en tout cas. Tu parlais justement, quand on parlait des produits, tu disais que c'était parfois un petit peu plus cher. Et ça amène à une réflexion que certaines personnes ont en disant, ben voilà, l'écologie c'est uniquement pour les riches. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Quel est ton avis? Alors mon avis, c'est tout à fait personnel, c'est que l'écologie déjà il se trouve pour moi aussi un petit peu dans le minimalisme. Si on rattache ça dans la sphère plus professionnelle, en tout cas à Fairly Goods, c'est-à-dire qu'on peut peut-être proposer moins d'objets, mais plus qualitatifs. Et ça, c'est vraiment les entreprises qui vont faire leur choix, de se dire à un moment donné, qu'est-ce que j'ai envie de proposer, tout en gardant à l'esprit, j'ai envie que les gens gardent ces objets-là, les gardent dans leur tiroir, les gardent dans leur chambre, dans leur bureau, etc. Mais ça, c'est aussi un petit peu apprendre à éduquer aussi un peu les gens, de leur dire, par exemple, je prends l'exemple typique du bic. Je sais que ce bic va coûter plus cher, mais c'est un bic qui va durer plus longtemps. Et que donc, que les gens auront peut-être plus envie d'utiliser. Moi, j'aime ça. Il y a quelques années, j'avais reçu un bic du Vif. C'est un des seuls bics marqués que j'ai toujours dans mon tiroir parce que je trouve qu'il écrit vraiment très bien. Et j'aime bien utiliser ce bic, en fait. Et donc c'est aussi dire aux gens, je sais que ça va être plus cher, mais les gens vont le garder plus longtemps. Après, derrière, eux, ils font leur choix aussi en fonction de leur budget, parce que tout le monde n'a pas évidemment un budget astronomique, mais je comprends que parfois les gens ne puissent peut-être pas acheter chez nous parce qu'on est un peu plus cher. Donc on essaye de proposer une gamme de prix qui est aussi plus large, ça c'est comme on a dit, c'est un des projets pour 2023, donc ça vaut toujours la peine d'aller voir sur le site web, d'aller voir dans le catalogue. Mais toujours sans transiger sur nos critères. Ça, je n'ai pas envie de mentir aux gens, j'ai toujours envie de rester très honnête et transparent parce que tout le monde y gagne, en fait, je trouve. Partie un peu plus fun, plutôt ceci, cela et pourquoi. Plutôt vin ou bière? Alors, je dirais plutôt bière parce que je préfère les boissons pétillantes, tout simplement. Et une bière en particulier? Pas vraiment de bière en particulier. J'aime beaucoup la lèvre rosée, le citron pour l'été, c'est très sympa ça. Plutôt matin ou soir? Plutôt soir. Pourquoi?
j'ai toujours eu une tendance, même quand j'étais étudiante, à être plus active le soir. Enfin, pas plus active, mais en tout cas être plus concentrée le soir. J'aimerais bien parfois être plus du matin, mais il n'y a rien à faire. Je suis profondément du soir. Ok, très bien. Été ou hiver? Plutôt été. Ah ouais, ça je peux comprendre aussi. Je ne sais pas si je dois le justifier, mais... Non, je pense oui. qu'on sera tous du même avis. Plutôt lecture ou série? Plutôt lecture. Ok, un type de lecture en particulier? Alors évidemment, j'aime bien les bouquins sur l'entrepreneuriat. Ouais. Je ne sais pas pourquoi je suis une des seules dans mon entourage à ne pas être très série. Pourtant, je ne suis pas... Enfin, je suis plutôt assez télé, j'aime bien regarder les JT. Mais les séries, je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qui ne m'a jamais été très film, jamais très série. Et donc, je suis plus lecture. Et évidemment, nécessairement, beaucoup plus lecture sur des bouquins d'entrepreneuriat. Ok. Café ou thé? Thé, plutôt thé. Ok. Ouais, jamais pas très caféine. Non. Ok. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo, quel serait le message que tu souhaiterais adresser à ces personnes? Le message que je souhaiterais adresser aux personnes qui nous regardent, c'est que si jamais vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est entrepreneur ou qui se lance en tant qu'entrepreneur, n'hésitez pas vraiment à aller le supporter. Parfois, un des problèmes que j'ai beaucoup au départ, c'est qu'en fait les gens ne comprenaient pas pourquoi je changeais de métier, qu'est-ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais proposer. Et ce qui m'a parfois un peu manqué, c'est vraiment le support. Alors, on trouve pas beaucoup de support dans les salles d'entrepreneurs. Il y a beaucoup de structures bruxelloises qui aident les jeunes, en tout cas les jeunes et moins jeunes, à se lancer. Mais souvent dans mon entourage, on ne comprenait pas très bien. Et je trouve que parfois, quand on sait que quelqu'un se lance et prend des risques, que ça peut être parfois un petit peu dangereux, on y met vraiment tout notre temps, tout notre courage, notre volonté, c'est n'hésitez pas parfois à aller juste même simplement liker un post LinkedIn, ça donne pas mal de visibilité, un post Facebook ou même un petit message en disant je te soutiens, je trouve que ton projet est très chouette, et ça peut vraiment faire toute la différence, vraiment. Ok. Merci. De rien, avec plaisir.